France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 29 août, nous poursuivrons nos discussions autour de l'école privée ou école publique. Oui, votre choix à quelques jours de cette rentrée scolaire, on en parle et on confronte vos avis, vos retours d'expérience tout à l'heure en deuxième partie d'émission. À la une d'aujourd'hui, donnez-vous raison au judoka algérien Fatih Nourine qui a déclaré forfait au mondial de Tokyo pour ne pas affronter un adversaire israélien. Vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. On demandera l'avis de nos chroniqueurs aujourd'hui ici présents, Farid Tabsamani, Abdeslam Bitache et vous au 01 40 33 9000 bien entendu. Sans oublier le zapping, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. C'est parti donc, jusque 18h, je vous en souhaite la bienvenue. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le coup de cœur musical avec un retour, celui de Indila, vous vous en souvenez? Eh bien le titre que je vous propose d'écouter, vous allez voir que c'est très particulier, ça sort un petit peu de l'univers d'Indila. Le titre, Parle à ta tête. Le grand forum, votre espace de liberté chaque jour sur France Maghreb de 16h 18h, avec chaque jour des chroniqueurs qui viennent nous rejoindre et compléter, enrichir le débat. Vous le savez, tout à l'heure, on continuera notre débat d'hier. On va ainsi introduire des sujets de société toutes les semaines sur France Maghreb 2 pour permettre justement de rentrer en profondeur dans les sujets. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, nous sommes en pleine réflexion pour beaucoup de scolariser leurs enfants dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. Et hier, il était déjà avec nous pour en parler. Abdeslam Bitache, bonjour. Bonjour Christophe. Et bonjour on voit que les avis étaient très partagés. On va voir si ça va changer aujourd'hui en tous les cas. Farid Tabsamani, vous avez pu le voir sur le clip de rentrée du grand forum, et passé de bonnes vacances. On n'a pas réussi à savoir où c'était, mais en tout cas c'était super beau. Salut Farid. Salut à tous, merci. Oui, c'était beau alors. Les vacances toujours bien et puis c'était magnifique effectivement. C'était en Europe, voilà, on peut le dire. C'était presque l'Asie. Presque l'Asie, voilà. Oui. C'était en Grèce en tout cas. C'était joli, c'était super beau. Hein, tu m'as fait concurrence avec mon petit paysage aussi en Espagne. Mais c'est pas possible, ton plongeon est... Ah oui, magnifique. est incomparable. Oui, c'est vrai. Olympique. Olympique. Ah oui, non, j'ai un bel avenir les mecs. J'ai trouvé une reconversion au cas où la radio ne marche plus pour moi, voilà. Bon, alors messieurs, soyez les bienvenus. Un bon quiz en perspective parce que je me rappelle du dernier match entre Abdeslam Bitache et Farid Tabsamani. Ah oui, Abdeslam Bitache avait eu très chaud. Fil du rasoir. Voilà, c'est ça. Pour l'heure et avant de parler du sujet à la une, on prend la direction de l'Algérie et on va aller du côté de Constantine. Tiens, comme par hasard, c'est pas de chez toi, mon ami Abdeslam. C'est chez mes parents. Puisque nous sommes en ligne avec Linda Nasser, journaliste à Radio Constantine. Bonjour Linda. Apparemment, on n'a plus Linda, donc on va essayer de la rappeler parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'à priori, il y a un petit souci du côté de Radio Constantine, mon cher Abdeslam. On en parlera peut-être tout à l'heure avec elle, hein, voilà, dans un instant sur France Maghreb 2. Ce sont les aléas du direct, voilà, c'est le téléphone qui coupe, voilà, c'est l'Algérie en même temps, hein, voilà. Hein. Tiens, tu me refais le numéro ? Allez. Mais allez, très bien. On va parler du sujet à la une tout de suite, donc avec un judoka algérien, puisque se déroulait il y a quelques jours, c'était là vraiment hier, hein, le championnat du monde de judo à Tokyo. Et un champion, parce qu'il est champion d'Afrique, un judoka algérien, Fatih Nourine, a décidé de jeter l'éponge, donc de déclarer forfait, parce que son adversaire était israélien. C'est pas la première fois en ce qui le concerne, mais lui, en tous les cas, refuse donc de combattre contre un Israélien. Ce même Israélien d'ailleurs qui a gagné le championnat du monde de judo. Alors la question est toute simple, est-ce que vous lui donnez raison? Et les résultats sont très partagés, puisque vous pouvez voter sur Facebook et sur Twitter, le grand forum FM2, Facebook France Maghreb 2. Alors sur Facebook par exemple, 58% nous disent oui, sur Twitter 62%. Est-ce que sport et politique font bon ménage, mon cher Farid Tabsamani? Jamais. Ouais. Jamais. Non, c'est un débat qui existe depuis pas mal de temps. Malheureusement, moi je suis tenté de dire que il est sportif, il est pas diplomate, il est pas chef du gouvernement ou chef d'État. Il peut avoir une position personnelle, je peux le comprendre, et nous avons tous ici une position presque commune sur la situation en Israël et dans les territoires occupés. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il fait du sport. Je connais pas la personne en face. Est-ce qu'elle était revendicative ou pas? Alors certains vont vous dire, de toute manière, il ne faut absolument pas traiter, discuter ou échanger ou quoi que ce soit avec l'État d'Israël, ce qui
Ce qui techniquement est un peu difficile et un peu hypocrite à mon sens, mais qui philosophiquement peut se discuter. Hein, je l'entends parfaitement. Hein. Alors, je vais faire une comparaison que certains font traditionnellement, c'est que à l'époque où l'Afrique du Sud de l'apartheid, ou à l'époque où elle a été bannie de l'ensemble des championnats et des compétitions internationales, effectivement, il n'y avait pas de quoi se poser la question. Il se trouve qu'Israël ne l'est pas, et qu'Israël en plus est reconnu à l'état international. Alors pas officiellement. Alors il n'y a pas de relation diplomatique avec l'Algérie, même si hypocritement on sait pertinemment qu'il y a des produits israéliens qui entrent sur le territoire algérien via Marseille, etc., etc. Moi je pense que je suis pas certain que ça aide les premiers concernés, en tout cas celles qu'on voudrait aider, c'est-à-dire les Palestiniens eux-mêmes. Ça a discuté. Tu n'y es pas favorable du tout, en tout cas, entre ce mélange entre sport et imaginez l'inverse. Parce qu'il y a un conflit avec l'État d'Algérie, par exemple. Vous avez des sportifs d'un autre pays qui vont jouer, qui vont s'abstenir de jouer. Je pense par exemple, il y a un conflit latent qui va certainement arriver un jour prochainement entre le Soudan et l'Égypte. Ouais. Bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'équipe soudanaise, si elle joue, à la CAN précédente, c'est-à-dire qu'elle aurait refusé de jouer. Moi, je trouve ça. Alors, c'est pas comparable, on est bien d'accord. Non, mais j'ai pas dit. Voilà. J'ai pas dit que c'était comparable avec Israël. C'est pas ça. Hein. Mais le fond, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que le sport doit se mêler de politique? C'est bien ça. C'est la question qui est posée, effectivement, et les gens sont assez partagés. Je pense que c'est assez partagé. J'ai en mémoire encore les athlètes américains, et le fameux point. D'une certaine manière, ça a servi quand même les choses, et c'était quand même de la politique. Est-ce que c'était bien de le faire ou pas? Ils ont quand même joué. C'est ça la difficulté. Je crois qu'il y a eu un autre pays, un pays arabe, notamment, je crois que c'est les Émirats Arabes Unis. Je crois que leurs sportifs refusaient de jouer avec les athlètes israéliens. Moi, je pense que c'est pas forcément. Je pense que c'est pas forcément de bonne augure, c'est-à-dire que la volonté, c'est-à-dire de dire voilà ce que la politique israélienne fait, notamment vis-à-vis des Palestiniens, n'est pas bonne et qu'il faut la corriger. Je suis pas sûr que le sport en fait l'amène à cette réflexion-là. Abdeslam, est-ce que ton avis est similaire ou il est différent? Non, il est similaire. Je l'ai dit hier, mais je leur dis, la politique et le sport ne font pas bon ménage. Une chose est sûre, c'est que cet athlète qui refuse de concourir avec un athlète israélien, d'abord, il lui permet de monter sur le podium et d'être champion du monde. Donc du coup, en matière de rayonnement, il permet donc à cet athlète israélien de rayonner mondialement de par cette absence. Ensuite, Farid, tu l'as bien dit, tu avais pris l'exemple de la CAN. Moi, je voulais prendre l'exemple de la Coupe du Monde. Admettons que demain, l'Algérie, nous savons tous ici qu'elle a les capacités d'arriver en finale de Coupe du Monde. Même de la gagner, voyons. Et pas Israël. Ouais. Est-ce que tu imagines un instant que l'Algérie refuse de jouer sa finale de Coupe du Monde face à Israël, qui permettrait à Israël de prendre cette coupe? Évidemment que non. Donc on voit bien que en fonction des enjeux, oui non mais voilà, ce seuil-là aujourd'hui il est acceptable de pas prendre un titre de champion du monde de judo. Demain une finale de Coupe du Monde, évidemment que non. Il y a des footballeurs qui ont refusé de jouer contre des équipes israéliennes par exemple. Mais est-ce que finalement on n'est pas dans la généralisation? Mais ils sont pas diplomates, mais ils le disent très bien. Est-ce qu'on n'est pas dans la généralisation de dire que tous les Israéliens sont des sionistes? Non, c'est faux, mais voilà. D'autant plus que ici en France et ailleurs, on a des Israéliens qui sont contre l'occupation des territoires. Donc une jeune fille de 18 ans qui a refusé de servir dans l'armée israélienne en dénonçant ce que fait justement les Israéliens vers les Palestiniens, elle est en prison aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'amalgame aussi? Voilà aussi, bien sûr. Au-delà de ça, si je peux me permettre, c'est que dans la société israélienne est beaucoup plus partagée qu'on le croit. Absolument. C'est pour ça qu'Israël a besoin de conflits pour justement occuper sa population. Oui. Pour galvaniser. D'ailleurs, on parle de conflit. Il faut s'attendre à un conflit peut-être demain, voire après-demain, avec le Liban. Ça chauffe très très dur là. Non. Il y a eu quand même des drones qui se sont écrasés. Et là, il y a quand même des images qui laissent entendre que peut-être qu'avant les élections législatives, Farid, qui se déroulerait le 17 septembre, c'est ça. Il pourrait y avoir soit une riposte du Hezbollah ou
Ça chauffe, quoi. En tout cas, il y a eu violation de l'espace aérien. Il y a eu violation par de des l'espace drones. aérien. Quotidiennement. Oui. Tous les jours, il y a une violation de l'espace aérien libanais. Tout ce que sans trahir quoi que ce soit ici, tout ce que je peux vous dire, c'est que potentiellement le conflit, la revanche que Israël souhaiterait reprendre sur effectivement le Hezbollah et le sud Liban, Ouais. ça sera pas dans les jours qui viennent en tout cas. Ouais, toi, tu penses que ça sera après les législatives, pas avant? Non, je pense qu'il y a un calendrier international Oui, bien avec sûr. l'Iran Ouais. et que chacun joue tout simplement. Je pense que ça se fera avant les législatives parce qu'il y a un caractère politique. Justement, on parlait de galvaniser et de rassembler les Israéliens autour d'un candidat en disant, vous voyez, je suis quelqu'un de très dur et je ne transige pas. Votez pour moi et si vous votez pour moi, je balancerai des bombes dans la gueule des Arabes. Voilà. Moi, je crois pas parce qu'en fait c'est beaucoup plus subtil et que parfois, je dis bien parfois, je dis pas que ça sera le cas là, en fait ça se retourne contre celui qui veut exploiter la chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura pas de... Oui, il y a eu des retournements. Il y aura des attaques, il y aura des réponses probablement, probablement, mais c'est la fameuse revanche. Parce qu'il y a il y a dans l'état d'esprit. Mais les candidats de adorent Netanyahou montrer leurs muscles. Oui, bien. mais bien sûr, c'est de la politique. Ouais. C'est que c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, il y a des êtres humains de l'autre côté et des innocents qui sont touchés. Mais là, on est dans le domaine de l'électoral. Et moi, je pense, il faut pas sous-estimer non plus l'électorat israélien. Qui, à mon avis, est beaucoup plus subtil qu'on ne le croit, qu'on essaie de le caricaturer parfois. Oui, bon, on a vu ce que ça donne quand même. L'extrême droite présente en Israël, c'est quand même pas, c'est la population israélienne qui a décidé cela. Oui, mais malheureusement. C'est un comble quand même. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est une majorité qui s'est déplacée, qui effectivement a amené la politique qui valide. Proche ici, en France. Non, mais c'est une réalité qui valide notamment la politique de Netanyahou, qui est qualifiée effectivement d'extrême droite. La majorité n'est pas la totalité. La majorité n'est pas la absolument. totalité. Vous en savez bien vous en savez bien. C'est toujours plus subtil. Après, on peut discuter effectivement des frontières, on peut discuter de beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est pas là le sujet. Et puis il faut quand même. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas oublier ce conflit-là, parce qu'on a tendance, parce qu'en fait, il y a un échec de la communauté internationale à quasiment le zapper. Moi, ce que j'essaye de mettre en perspective, c'est par rapport à ce que tu disais, Christophe, c'est-à-dire les fameuses attaques, ou en tout cas les de temps en temps les accroches avec le Hezbollah au sud Liban. Je dis juste qu'il y a un contexte international, qu'il y a l'Iran, qu'il y a les États-Unis et que il faut pas se voiler la face, que la diplomatie du président de la République française, par exemple Macron au G7, n'est pas forcément du goût d'Israël. Il faut aussi mettre tout ça en perspective et donc du coup c'est beaucoup plus subtil. Et d'ailleurs quand vous discutez avec les Palestiniens ou avec les Libanais du Sud, je parle des Libanais du Sud, qui est différent du reste de la population libanaise, c'est beaucoup plus ils sont beaucoup plus sereins qu'on le croit. Bon, alors ceci étant, pour recentrer un peu le débat concernant donc cette décision de ce judoka algérien, champion d'Afrique d'ailleurs, qui décide donc de quitter le tatami pour ne pas affronter son adversaire israélien. Ceci aussi peut nous emmener sur cette question, le rapprochement entre Israël et quelques pays arabes. Il est là, il est observable, il est constatable, ce rapprochement. Comment vous l'expliquez ? Non, mais il y a un désaccord manifeste entre tous les États arabes et on le voit bien. Il y a parmi ces pays des pro-américains, d'autres pro-russes, et tant que les Arabes n'arriveront pas à se mettre d'accord et se réunir et justement parler comme un seul homme, cette cacophonie ne profitera jamais à tous ces États, et on voit bien aujourd'hui cette dislocation, ces pays qui basculent les uns après les autres entre l'Irak, la Syrie et on verra les prochains États. Mais on voit bien là, la Libye bien sûr aussi, le Liban qui justement qui a toujours eu des difficultés en matière de gouvernance depuis toujours. Je parle même pas de Hariri et bien avant. Voilà, donc
tant que justement les Arabes n'arriveront pas à se mettre d'accord et justement prendre des décisions unilatérales, et ben ça n'avancera pas. En tout cas, vous continuez de voter à cette question concernant ce judoka algérien. Lui donnez-vous raison? C'est la question qui vous est posée aujourd'hui. 58% lui donnent raison sur Facebook, 62% sur Twitter. Parmi les commentaires, il y a du pour et du contre. Si effectivement il combattait contre, je cite, s'il combattait contre son adversaire israélien, cela reviendrait à reconnaître l'entité israélienne. Ça, c'est pour un commentaire. D'autres commentaires qui nous disent absolument non et encore non. Il ne faut absolument pas mélanger la politique et le sport, et ce serait caricaturer la population israélienne à croire qu'elle est tous sionistes et d'accord avec la pratique donc opérée envers les Palestiniens. Voilà, donc des commentaires partagés. Vous continuez de voter. Notre ami Monji, tiens, qui fait sa rentrée aujourd'hui du côté de Marseille. Salut Monji. Salut Christophe, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Ah bah nous très bien, nous avec Farid on s'est régalé. Voilà, tant mieux moi aussi, j'ai bien profité, je partais un peu dans les Pyrénées, c'était très bien, je pense. Ah pas mal les Pyrénées, pour prendre un bon bol d'air, voilà. C'est sympa. Alors moi je voulais en fait revenir sur deux questions. C'est la question de la reconnaissance, en fait, de la normalisation, ce qu'on appelle un mouvement de normalisation avec l'antisioniste. Qui veut pousser à reconnaître les faits accomplis quelque part de la colonisation, et il y a un mouvement de résistance qui veut absolument pas reconnaître l'existence de cet état microbe qui est dans un proto-état, parce qu'un état, prenez le dictionnaire, c'est un état c'est une entité politique, elle a un territoire défini. En l'occurrence, l'entité sioniste n'a pas de territoire défini. Et évidemment, on rappelle dans l'histoire l'affaire de Chérif Hamia, un grand boxeur algérien, qui était sur le point de gagner le championnat du monde, et il a refusé, en fait, par ordre du FLN à l'époque, ils ont demandé de se coucher pour que la Marseillaise ne retentit pas aux États-Unis, parce qu'ils étaient capables de gagner le championnat du monde. Et il a fait ce que le FLN lui a demandé à l'époque. Il s'est couché. Allô? Oui, on t'écoute, Monji. Ah oui, pardon, parce que voilà. Et voilà, il s'est couché pour ne pas que la France gagne un championnat du monde. C'est un acte politique. Ceux qui disent qu'il n'y a pas il faut séparer le sport et le politique, ils prennent un peu pour des demeurés, parce qu'on sait bien que Jesse Jackson, en 36, à Berlin, c'était bien un acte politique, quand Hitler, il lui veut pas le serrer la main. Alors, personne ne prend qui que ce soit pour des demeurés, Monji. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est du reste, je te laisse sentir responsable de tes propos. Farid et Abdeslam, que souhaitez-vous répondre à Monji, qui est en train de vous dire, voilà, vous faites fausse route, les gars. Bah, d'abord, c'est son opinion. on a beaucoup de divergences, mais je respecte votre opinion. Donc, vous êtes forcé contraint de respecter la mienne. Mais ce que je veux juste dire, lorsque l'on dit que, bien sûr qu'il y a toujours eu des messages politiques qui sont passés à travers le sport. Tout à l'heure, Farid évoquait justement ces athlètes américains avec gantés, point levé, qui ont fait passer un message, mais qui ont été dans la performance sportive. Et ce qui a permis justement d'exister. Mais moi je pense qu'il y a d'autres façons de lutter, de combattre, de se faire entendre que justement refuser le combat. Au contraire, vous voyez, et l'effet dans tout ça. Je vais juste aller au bout. Laisse-le terminer, Monji. Je vais aller au bout de mon propos. Je vais aller au bout de mon propos. Pardon. Merci. Pardon. Juste dire que, en fait, l'effet néfaste, c'est qu'aujourd'hui, on a un champion du monde israélien. Donc c'était rendre service. Ça veut dire qu'à chaque fois maintenant, qu'un Israélien se retrouvera face à un athlète qui justement veut passer un message politique, il aura un boulevard et il gagnera tous les titres comme ça. Ouais. Je pense pas que c'est la bonne solution. C'est pas grave. Bah si, c'est important quand on est sportif, Monji. Mais arrête. Quand on est sportif, c'est important les titres. Mais écoutez, c'est pas important. Ah bon? Qu'est-ce que ça vaut un titre par rapport à des vies humaines?
mais c'est un acte politique. Je pense que la victoire vous parlez d'Israéliens, moi je parle pas d'Israéliens parce que ça n'existe pas, je parle des sionistes, n'a aucun goût. Ouais, ça Mondji, pas. Mais c'est peut-être rien pour vous, mais être par exemple champion olympique, d'accord, et permettre d'entendre l'hymne national, parce que beaucoup de gens concourent pour le drapeau et c'est tout à leur honneur. Et ben, vous pouvez pas dire ça, parce que quand on a un athlète qui se prépare pendant 4 ans le temps d'une Olympiade, justement pour entendre retentir l'hymne de son pays, vous pouvez pas dire que c'est rien. Et moi, je vais vous prendre l'exemple de Hassiba Boulmerker, qui avait été championne olympique. Si elle avait suivi ces histoires justement de boycott et ceci et cela, ben, elle n'aurait jamais été championne olympique. Vous voyez, et elle a marqué l'histoire, cette dame. Farid sur ce que dit Mondji. Attends, Mondji. Non. Elle a marqué plus l'histoire que Hassiba Boulmerker. Oui, à un moment donné, voilà. Mondji. On a utilisé les choses comme Farid. Bon, moi je vais essayer d'être pragmatique. Oui. À chaque fois que des sportifs ont essayé, et c'est respectable de mettre un message politique, quel a été l'impact sur les conflits en question? Absolument rien. 0. Ouais. Je dis bien 0. C'est pour ça que c'est respectable, peut-être, mais en tout cas, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Et c'est ça qui est malheureux. Vous pensez vraiment que les Palestiniens qui subissent, vous pensez vraiment que le fait qu'ils concourent pas face à l'athlète israélien, ça leur apporte quelque chose? Pas du tout. Ça a fait des belles images, ça fait des beaux articles, des beaux articles de presse, c'est vrai, mais ça ne change strictement rien à la réalité. Et c'est pas là-dessus qu'il faut, à mon sens, et Al-Salam a complètement raison, c'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Juste autre chose. On parle de judo parce que c'est un athlète. Oui, c'est du judo. Absolument. Bon, moi j'ai pas fait de judo dans ma vie. Oui, moi j'en ai fait. Voilà, mais il paraît qu'il y a une philosophie dans le judo. Oui, il y a une philosophie, c'est vrai. Tu as raison. Il y a une philosophie, et si je dis pas de bêtises, peut-être que tu vas nous confirmer, Christophe, il est complètement en contradiction avec cette philosoie-là, oui, algérien. Absolument. Des valeurs. Oui, il y a des valeurs dans le judo, effectivement. C'est quoi le secret du judo? C'est respecter son adversaire. Oui. C'est ça le respect du judo. Entre autres. Et c'est quoi son adversaire? Un adversaire qui représente un état fasciste. Mais c'est pas lui. Attendez, Mondji, c'est là qu'on est en train on fait de la caricature, Mondji. Excusez-moi. Pardon, Mondji. Tu fais de la caricature parce que, encore une fois, on tombe dans le piège. Effectivement, moi, je peux entendre cet argument. Le problème, c'est que qui te dit que ce sportif israélien partage les opinions de son premier ministre? Qui tu es pour dire ça, toi? Un drapeau, il y a un Israélien qui partage pas les idées, elle est en prison. Mais attends. Comme vous avez dit tout à l'heure aussi, excusez-moi, tous les Israéliens ne sont pas des sionistes. Évidemment. Mais, écoutez bien, les Français, entre guillemets, les plus noirs qui étaient contre la politique française en Algérie, ils ont pris les armes. Moi, j'attends que des soi-disant Israéliens, là, ceux qui vivent dans les maisons des Palestiniens, prennent les armes contre leur propre État. Ce qu'ils ont fait, les porteurs de valises pendant le conflit algérien, ils ont pris les armes contre leur propre État. Tu fais beaucoup de raccourcis, mon cher Mondji, si je peux me permettre. C'est ça en fait qu'il faut. Extrêmement, excusez-moi, je vous le dis clairement, vous êtes dans le factuel, vous êtes en France, vous êtes baigné dans la culture française. Et toi, t'es où, Mondji? T'es où, toi, Mondji? Mondji, le donneur de leçons, t'es où, toi? Moi? T'es où, toi? Moi, je suis pas grandi ici. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu connais? Attends, mais qu'est-ce que tu connais de la vie d'Abdeslam Itache et de Farid Tabsamani pour te permettre de dire ça? Est-ce que tu sais s'ils ont grandi ici? Mais je parle en général. Mais non, faut arrêter de généraliser, justement. Oui. Arrêtons de généraliser, Mondji. Franchement, il faut apprendre à accepter l'opinion de l'autre aussi, c'est important, tu sais, mon ami. Faire des généralités, c'est dangereux. Je le respecte, mais c'est factuel ce que je dis. C'est que, alors, je connais pas ces personnes, ils appartiennent à des partis politiques en France. Pas forcément, non, Farid n'appartient à aucun parti politique, par exemple. C'est logique. Après, après, bon, Mondji. ils sont libres d'avoir oui. On va y aller, hein, d'accord? Allez, bonne journée, bonne rentrée, Mondji. Bon, il y a beaucoup de raccourcis dans ce que dit Mondji. Bon, après, il y a des choses qui sont entendables. Et tous les Italiens sont voilà, fascistes. c'est une grosse généralisation de tout, en fait. Et on englobe tout, on met tout dans un seul sac et on jette tout à la benne. Non, ça se passe pas comme ça, je pense, messieurs. Reprenez-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi simple que ça. Si c'était si simple que ça, il y a belle lurette que les choses se seraient réglées. Et je n'entends absolument pas, bien que je ne partage absolument pas la politique d'Israël, et tous autour de cette table, on est d'accord, on la condamne, cette politique. Mais est-ce que pour autant, il faut condamner tout ce que fait la politique israélienne, le gouvernement israélien, à tout un peuple
certainement que non, évidemment, parce que ça serait l'insulter. Et il faut voir, il faut juste s'informer pour voir qu'il y a beaucoup d'opposition au sein même de cette population israélienne qui est évidemment contre ce que fait Israël envers les Palestiniens. Il y en a beaucoup. Christophe, tu parlais, si je peux me permettre, tu parlais tout à l'heure des pays arabes. Oui, des pays arabes, oui. Et d'une potentielle normalisation C'est ça. avec qui était quasiment actée. Arabie Saoudite, par exemple. Avec l'Arabie Saoudite notamment. Par exemple. Or, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les Palestiniens d'ailleurs. Mais les Palestiniens qui étaient dans le deal, hein. Oui. Et notamment sur la capitale. Et le problème, c'est que Trump a sous la pression d'une certaine branche israélienne a accéléré notamment Jérusalem comme capitale d'Israël. Et ce qui a mis en fait MBS, en tout cas l'Arabie Saoudite, qui a pris l'Arabie Saoudite de court, donc du coup qui a modifié les choses. Juste pour dire une chose, vous pensez vraiment que les pays arabes, tous les pays de la région, en tout cas ceux qui sont frontaliers ou en tout cas de la région d'Israël, depuis la création de l'État d'Israël, vous pensez vraiment que si leur politique avait fonctionné, ils réfléchiraient pas différemment? Dans un instant, on continue le débat avec vos appels au 01 40 33 9000, le zapping aussi à suivre et les infos zappées. On va parler de ce qui se passe en Angleterre, c'est assez incroyable, hein, avec Boris Johnson, le nouveau Premier ministre, qui, puis, pour certains, est en train de faire une espèce de coup d'État. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec aujourd'hui Farid Tabsamani, Abdestabitash sur France Maghreb 2, et on est en pleine réflexion sur ce judoka algérien qui a décidé bien de quitter les tatamis pour ne pas affronter son adversaire parce qu'il était israélien. Champion d'Afrique, rappelons-le, hein, ce judoka, Fatih Nerim, donc a décidé de jeter l'éponge du championnat du monde de judo qui se déroulait à Tokyo. C'était le match était prévu, le combat était prévu mardi 27 août. Voilà. Alors juste avant, on précise Abdestamitash que nous avons tenté de rentrer à plusieurs reprises en contact avec Linda Nasser, journaliste de Radio Constantine, et que la liaison téléphonique est rompue à chaque fois. Donc juste pour faire un bref résumé de ce qui s'y passe, Radio Constantine, on a fermé la boutique. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques mois de ça, le responsable Abdelkrim Zegliash avait été mis aux arrêts. Son matériel avait été saisi et avec l'interdiction d'émettre même pas sur les ondes FM, mais c'était une web radio. Et en fait, il a été arrêté. On ne lui a pas donné les raisons de son arrestation. Ça, c'était la première. Il est resté enfermé, privé de ses libertés, et ensuite libéré. Et donc l'affaire a été clôturée. Le matériel avait été saisi le 7 novembre, et pendant que lui était en détention. Le 7 novembre. Oui, 7 novembre. C'est ça. 2018. Ah d'accord, ok, ouais. Oui, d'accord. Donc, ce qui s'est passé tout au long de cette affaire, il a été libéré, il attendait de savoir ce qu'il en était, s'il faisait l'objet d'une condamnation ou de quelque chose. Absolument pas. L'affaire est classée, cela étant dit, son matériel ne lui est pas restitué. Et là, il y a un vrai quid du fait de diffuser sur Internet. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que Internet est international. On peut très bien aujourd'hui créer ici même une radio qu'on pourrait appeler Radio Constantine, émettre depuis Paris et pas se faire saisir son matériel, faire de la communication en Algérie et ensuite pouvoir diffuser des programmes. Le fait est qu'il est là-bas, que ce matériel a été récupéré et il est dans l'impossibilité de récupérer ce matériel. Une plainte a été déposée contre la police. Il a porté plainte contre la police et donc alors il y a cette affaire relative à une diffusion d'une radio sans autorisation qui a été instruite le 8 novembre et son arrestation qui a été justement injustifiée. On fait de la prison, mais on vous explique pas pourquoi vous avez été arrêté. Oui, c'est un peu embêtant. Ouais. Bon, affaire à suivre, tu nous tiendras au courant, mon cher Abdestab, sur cette affaire. Nous sommes avec Sofiane Lagdari, messieurs, qui est avec nous, qui fait sa rentrée aussi. Salut, mon Sofiane. Salut Christophe, salut Farid, salut Aklam. Salut Sofiane. Alors, sur ce sujet qui, sans nul doute, t'intéresse réellement, mon cher Sofiane, quel est ton point de vue Moi, avant, juste, j'ai une petite question à poser à Farid et à Abdelkrim. Est-ce qu'ils sont pour ou contre la campagne BDS? Bonne question. Farid, pour ou contre la campagne BDS? T'es contre? Alors moi je suis pour. Alors, pourquoi t'es contre, Farid?
Non, il est contre, après il va pas argumenter. Si, vas-y, Sofiane, on se défile pas dans l'émission, tu connais ça, hein. Attention. Il a dit est-ce que je suis pour ou contre. Oui, après, c'est beaucoup plus subtil que ça, je trouve. Pourquoi? Parce que... la question elle est simple, Non, je suis contre l'exploitation, ou en tout cas l'exportation de produits fabriqués ou produits sur les colonies, par exemple, et exportés au nom d'Israël. Ça, je suis effectivement complètement contre. Ensuite, sur les produits qui sont purement israéliens, qui ont pas d'impact sur les Palestiniens ou sur les colonies, moi je trouve qu'il y a pas de raison. On parlait tout à l'heure de l'Algérie. L'Algérie importe énormément de médicaments d'Israël, sans le savoir. Bon, est-ce que quelqu'un qui est malade, est-ce qu'on va lui dire non, en fait, moi je suis contre, donc du coup, on va pas le soigner là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil, qu'il faut pas, on parlait tout à l'heure de généralité. Je pense qu'il faut pas généraliser. Ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tout, mais en tout cas sur la campagne telle qu'elle est présentée, moi j'y suis pas favorable. Abdeslam, pourquoi t'es pour? Alors, je suis pour des raisons économiques, pour justement bloquer à l'identique de ce qui s'est fait en Afrique du Sud, à l'époque où ils avaient organisé, je prends cet exemple de Sun City, qui était une ville balnéaire qui avait été montée donc exclusivement réservée aux blancs, vous imaginez bien. Et donc les artistes américains avaient donc fait un clip où justement ils dénonçaient Sun City avec des images où on a des blancs en bikini qui se baladaient et de l'autre côté un grillage avec des noirs qui étaient entassés. Ce que je veux dire, c'est que le rapport de force, justement, pour reprendre, tout à l'heure, on avait commencé avec cet athlète algérien, et on disait que la portée était nulle, que ça ne changeait pas le quotidien des Palestiniens. C'est une évidence. Sur l'aspect économique, si on peut justement restreindre et rendre difficile justement l'économie israélienne et justement leur faire mal au portefeuille, c'est la meilleure des façons. Donc oui. Juste si je peux me permettre, Christophe, là où Abdeslam a raison, c'est qu'il y a un impact. Oui, ça oui. Il y a un impact sur l'économie israélienne, ça c'est une évidence. Sofiane, pourquoi cette question, dis-moi? Non, mais je reviens vers la. Non, c'était juste pour savoir est-ce que l'idée de boycott, il la considère comme une arme afin de lutter contre cette invasion israélienne. Invasion, en vérité, c'est la reconnaissance de cet État pour la question algérienne. Après, ici en France, c'est histoire de peser un peu et faire fléchir l'économie, la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, qui est une politique vraiment exterminatoire presque au niveau des Palestiniens. Il faut savoir que cet État israélien était basé sur l'évacuation et l'épuration presque des Palestiniens. Plusieurs millions de Palestiniens ont été sortis des territoires forcément. La Haganah et l'Irgun ont fait le travail presque de Daesh qu'on a vu en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, cet État, qui n'a pas de limite, chose qu'a dit Mounji, que je salue, c'est un État qui n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières reconnues. C'est un État qui est en pleine expansion. Tout le monde parle comme quoi le drapeau est considéré comme le drapeau du Grand Israël qui va du Nil à l'Euphrate. On sait pertinemment que cet État israélien ne cesse de faire des guerres avec une suprématie totale. Aujourd'hui, on commence un peu à résister. Vous avez parlé du cas du Liban et peut-être on fera une petite parenthèse parce que je suis pas d'accord avec Farid de ce qui a été dit. Et deuxième chose, voilà. Après, c'était une question pour laquelle je voulais juste situer Abdeslam et Farid sur cette question. BDS. Alors sur le judoka algérien, Sofiane, c'est quoi ta position? Moi, l'Algérien, tout à fait. L'Algérie ne reconnaît pas cet État. Alors c'est tout à fait normal que le judoka ne participe pas à une activité sportive ou un combat sportif avec un citoyen israélien, même si c'était un arabe israélien en face. C'est un État c'est un principe. Peut-être aujourd'hui, on commence à voir ce drapeau flotter. Par exemple, au Qatar, il y a eu une compétition sportive des jeux de hand pour les jeunes. Je pense ça s'est déroulé il y a un an au Qatar. Il y a une activité, c'était le vélo, où il y avait des citoyens israéliens qui avaient participé. On voit qu'il y a un début de normalisation des relations à travers le sport. On ne peut pas dire que le sport ne va pas avec la politique, c'est tout à fait faux. Aujourd'hui, Israël est en train de se rapprocher de certains pays à travers le sport, à travers la culture, à travers des voyages, à travers l'économie. Sacré argument quand même là que pose Sofiane Lakhdari et Farid. Sofiane, tu me dis si je me trompe. Tu dis parce que la compétition, Israël est reconnu dans cette compétition en tant qu'État, l'Algérie ne doit pas y participer, c'est ça? Non, elle participe l'Algérie de la politique de la chaise vide, non. Mais si on est en face d'un État qu'on reconnaît pas, c'est un État colonialiste, on participe pas face à lui.
Voilà. C'est clair. Après les autres, vous avez la même situation, s'est déroulée durant des années. Tous les pays arabes, dès qu'il y avait un sportif israélien, ils quittaient le tatami. On montrait au monde entier que c'est un pays qui n'est pas reconnu. Et c'est la vérité. À ma connaissance, le Maroc ne reconnaît pas l'État d'Israël. S'il y a un citoyen marocain, vous allez poser... Moi, je pose pas la question à un Français d'origine maghrébine, par exemple. Si un Algérien, c'est un Français d'origine algérienne ou marocaine face à un Israélien, il est dans l'obligation de jouer et de faire le maximum afin de le battre. Mais un citoyen algérien, drapeau algérien face à un drapeau israélien, ça ne passe pas. Alors, c'est ma position après. Oui, bien sûr. Chacun a sa position. Alors pourquoi tu n'es pas d'accord avec Farid sur le Liban, petite parenthèse, Sofiane? Non, avant ça, juste, il a parlé de produits israéliens. Ça, c'est un peu une contre-vérité. Et les produits qui rentrent en Algérie, aucun produit made in Israël. Peut-être il y a beaucoup de gens qui font made in Israël. Non, tu as dit qu'il y avait des médicaments. Non, tu as dit qu'il y avait des médicaments. Bien sûr. Qui venaient d'Israël en Algérie. Pas que des médicaments d'ailleurs. Des tas Israël, qui rentrent en Algérie, made in Israël. Non, mais non, il y a une hypocrisie, tu sais très bien. Ils sont labellisés made in France. Pourquoi? Parce qu'ils transitent par Marseille, par un autre port, bien sûr. Les Starbucks, c'est israélien. Le gars, il finance des colonies, alors qu'il y a des gens qui cherchent la franchise. Et on commence à fouiller. Moi, je dis, il n'y a pas de produits venant directement d'Israël, d'Ashdod ou d'Ashkelon, qui rentrent directement en Algérie. Ça passe par les tu dis directement, mais bien sûr que directement ça ne rentre pas. Pardon? Tu as complètement raison, directement ça ne rentre pas. Mais avec le Maroc par exemple, ça rentre directement. Il y a mais même non, pas du tout. De relations économiques avec le Maroc. Il n'y a pas de ligne maritime. Il n'y a pas de ligne maritime entre Israël et le Maroc. Non, mais il y a un chiffre qui a été donné par le ministère d'économie marocain, par exemple, donnant un chiffre de 86 millions, si ma mémoire est bonne, entre le Maroc et Israël, directement. L'Algérie, il n'y a pas. Et pourquoi? Parce que l'Algérie, hypocritement, le contourne. Comment elle le contourne? C'est-à-dire que les produits, quand ils partent d'Israël, ils viennent soit via Malte, soit via Chypre, soit via la France, etc. Et ils changent d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise fictive à Marseille, ou il y en a plus d'une en vérité, qui achète le produit et qui le revend en Israël. C'est tout, ça s'appelle des sociétés écran. Il y a pas de mal à dire ça. Et je vais même te dire, l'armée algérienne. L'armée algérienne est équipée de produits israéliens. Société égyptienne et jordanienne à l'époque, où elle ramenait des produits israéliens et elle franchisait Made in Egypt ou Made in Jordanie, alors qu'ils n'avaient rien à voir. Il n'y a pas de souci. L'armée algérienne. Mais l'armée algérienne est en partie, ça veut pas dire que c'est une majorité, est en partie équipée par des produits israéliens. Pardon? Je parlais de l'armée algérienne. L'armée algérienne? Oui. Produits israéliens? Non, elle achète parfois des produits dont elle a besoin, effectivement, qui viennent d'Israël, qui sont pas made in Israël, mais qui sont fabriqués en Israël. Après, c'est des produits américains. Moi, je pense, je sais pas. Non, il y a des produits israéliens. Si vous ne donnez pas de nom exact, je peux pas contrôler. C'est parce que c'est très, tu sais pertinemment que c'est très hypocrite. Le ministère des Armées, le ministère de la Défense algérienne va pas le crier sur tous les toits. Oui, Farid, vas-y. Il y a une différence entre, comme tu dis, hypocritement, passer par l'OTAN, par exemple, il y a des réunions au sein de l'OTAN où on dit l'Algérie elle a participé avec l'État d'Israël, elle est bien présente, et il y a une différence entre des relations directes. Il n'y a pas de relations directes. Je suis d'accord avec toi. Certains d'autres pays arabes. J'ai jamais dit que c'était direct. Ça c'est une précision à apporter, non? Même à l'ONU, maintenant l'ONU, c'est pas parce qu'Israël elle est à l'ONU, on va pas y aller. Sofiane, pourquoi tu n'es pas d'accord avec Farid sur le Liban pour finir? Premièrement, il a utilisé le Liban du Sud. L'attaque qui a été faite, c'était à Beyrouth. Les gens pro-Hezbollah, ils sont dans tout le Liban. Ils sont pas seulement de confession chiite. Il y a des sunnites, il y a des chrétiens. C'est pas une minorité. C'est une grande partie du peuple libanais qui a repris un certain honneur d'avoir un groupe ou une faction qui résiste à l'impérialisme israélien. Et juste pour dire que le Liban le Hezbollah avait réprimé Israël qui franchissait la frontière comme elle voulait. Là, maintenant, c'est plus le cas. Et à partir de maintenant, au niveau de l'aviation, il y aura une riposte du Hezbollah qui est soutenue pour la première fois par l'ensemble des partis politiques, y compris de Saad el-Hariri, y compris du président de la République, afin du riposte. Elle est considérée comme une violation, l'attaque dernièrement, considérée comme une violation du territoire libanais, et elle tombe sous l'article de 1701, à savoir qu'il fallait sanctionner l'État d'Israël qui viole. Est-ce que je peux répondre à Sofiane? Bien sûr, on est là pour un échange. Là où il a raison, c'est que l'ensemble de la communauté libanaise, dans son ensemble, quelle que soit sa confession, effectivement, est généralement opposée au bombardement d'Israël et à la politique israélienne. Néanmoins, concernant les combattants du Hezbollah, je suis désolé de le dire, ils sont exclusivement chiites. Oui, exclusivement chiites, bien sûr, oui.
Et ça, c'est une des critiques qui ont été faites au Hezbollah. Ouais. Bon, alors toi, pareil, toi, tu crois pas en une peut-être une offensive, enfin une pas conséquente en tout cas. Oui. Il y a des escarmouches régulièrement, il va y encore en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation en Israël et au Liban qui parfois arrange les uns et les autres ce genre de choses. Surtout pour Bibi Netanyahou, parce qu'il sait s'il perd ses élections, il ira directement bien sûr. les dossiers de corruption. Mais par contre, je veux dire, il n'y a ni le Hezbollah, ni les Libanais en général, ni Israël, ni les Israéliens, à l'heure où je vous parle de bien, on est fin août, début septembre. Un intérêt. Oui, personne n'a intérêt, oui. Un conflit beaucoup plus lourd, la fameuse revanche. Parce qu'en réalité, dans l'état d'esprit des Israéliens, il y a cette volonté de reprendre la revanche sur le Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'il y a un agenda. Il y a un agenda diplomatique. Pour parler très clairement, il y a au mois de septembre, il y a la réunion de l'ONU. Oui. Donc voilà, tant qu'elle n'est pas passée, il y aura pas de déclenchement d'une offensive beaucoup plus importante. Bon, merci. Moi, je suis pas pour une. Je suis d'accord avec Farid sur ce point. Hein. Il y aura pas de conflit majeur, mais il y aura une réponse du Hezbollah avant les élections israéliennes. Bon. C'est une certitude. Affaire à suivre, on en reparlera évidemment. On est là tous les jours. Son chapeau Bibi comme d'habitude. Bon, on en parlera parce qu'on est là tous les jours. Donc ça tombe bien, on peut faire aussi le point. Salut mon Sofiane. À la semaine prochaine. J'espère te voir. Salut. Vous continuez de voter évidemment, de répondre à cette question. Les échanges sont très instructifs dans cette émission. Cherchez-moi, messieurs dames, une émission de radio où il y a de tels échanges d'une telle qualité. Cherchez longtemps, vous n'en trouverez pas. Voilà. Ici, on est vraiment dans l'analyse la plus profonde, hein. Et quand un des chroniqueurs peut dire quelque chose, il y a un autre chroniqueur qui arrive pour essayer de contredire. C'est ce qui fait et crée le débat, et c'est ce qui fait l'ADN de cette émission. Zapping, messieurs. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors au menu du zapping, un peu léger aujourd'hui, en ce jeudi, ça s'adresse à ceux qui se sont baignés comme moi dans la Méditerranée. Sachez, messieurs, Farid, t'as dû t'y baigner aussi en Méditerranée, qu'on s'est baigné dans la mer la plus polluée au monde. Jamais la Grande Bleue n'a aussi mal porté son nom. En faisant escale en Méditerranée, 260 millions de touristes se baignent chaque année dans l'une des mers les plus polluées au monde. Carlo Governatori le constate chaque jour. Il est pêcheur professionnel et dans ses filets, il n'y a quasiment plus que du plastique. 20 kilos de plastique, c'est ce que ramasse tous les jours ce pêcheur italien. Et jusqu'à cet été, il ne savait pas quoi en faire. S'il le ramenait au port, il pouvait avoir une amende pour transport illicite de déchets. C'est un règlement européen. Or, depuis 4 mois, le gouvernement italien autorise les pêcheurs à jeter ces déchets sur la terre ferme. Bonne décision du gouvernement italien d'ailleurs, pour le coup. Mais moi j'ai pu le voir, je sais pas si tu l'as vu Farid cet été, c'est absolument incroyable tout ce qui est ramené aux abords des plages. Alors j'ai la chance d'avoir été dans un endroit de la Méditerranée où je n'ai pas eu ce. Ah oui, moi je l'ai vu vraiment. Mais effectivement, pourquoi ce qu'il faut dire, c'est que la Méditerranée est quasiment une mer fermée, contrairement à ce que l'on pense. Elle n'est pas physiquement fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a le détroit de Gibraltar. Oui. Mais c'est quand même une. Je crois, si je dis pas de bêtises, les trois quarts du commerce mondial, pour pas dire plus, qui traverse avec avec Suez, avec le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. Vous avez vous avez des grands ports internationaux. Je pense à Gênes, je pense à Barcelone, Tanger. Je pense maintenant à Tanger, effectivement. Mais vous avez Alexandrie. Enfin, donc c'est un peu malheureusement Marseille Fos. Ah oui, Marseille, on oublie. Mais Fos, par exemple, c'est le plus grand port de France, Marseille, non? C'est ça? Alors il paraît que c'est devenu le plus grand port effectivement en passager, mais pas en fret. Oui. En fret, ça reste toujours le Havre, sachant que les Français ont perdu énormément ces dernières années, mais effectivement Marseille revient. Mais malheureusement, c'est très pollué. Et puis c'est pollué pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'était fermé, et puis parce que l'activité humaine est catastrophique. J'ai pas vu de grand chose, mais par exemple les activités nautiques sur les plages. Oui. Les bateaux à louer, les jet skis, etc. Et tout ça, c'est très nocif. On le sait pas, mais c'est catastrophique. Et on ferme les yeux, et dans le reportage, ça a été plus ou moins dit, mais vous avez des gens qui vivent de ça. Les pêcheurs. Oui. Vous avez
vous avez des régions entières qui ne vivent que de ça. Et aujourd'hui, une pêche polluée, ne permet pas de faire vivre toutes ces familles-là. Donc effectivement, c'est un sujet très important. Te voilà prévenu, mon cher Abdestem. Bah, c'est vache ce que vous faites parce que pour le coup, vous êtes parti vous baigner, moi pas encore. Et du coup, ça me donne plus très envie puisque non, mais elle est tellement bonne cette eau. Tellement bonne et chaude. Mais en effet, Farid, et tu as raison, cette culture ou cette inculture écologique due aux Méditerranéens qui est juste néfaste et ils sont en train de se tirer une balle dans la jambe. Bah oui, c'est avec clair. Justement toute cette pollution qui se décompose parce qu'en fait le plastique il se décompose, il devient à l'état microscopique et il est mangé par les poissons et les poissons finissent dans nos assiettes. C'est ça, malheureusement. Alors une petite question, messieurs, et à vous, auditrices, auditeurs, savez-vous combien est payé un éboueur au Danemark? Vous savez pas? Au Danemark, plutôt bien. Bah oui, plutôt bien, oui. Écoutez la réponse. Les éboueurs d'Arus sont payés selon un savant ratio entre les heures passées et le nombre de poubelles ramassées. Henrik, sorry. Can I ask you... Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez? Je ramasse en moyenne 1300 poubelles par semaine, ce qui me rapporte 1300 €. Donc je gagne en gros 5400 € brut par mois. C'est comme ça que ça se passe au Danemark. Les travaux pénibles sont bien payés. Dites donc, ça paye mieux que la radio, hein. Je vais aller travailler là-bas. Bah moi aussi, hein. Il faut quand même rajouter, Christophe, que le coût de la vie au Danemark n'est pas celui de la France. Non, c'est vrai. Tu as raison. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, je voulais juste vous le donner cette information parce que c'est important, hein. Voilà. On va parler d'une pratique qui n'existe pas encore en France dans un instant pour la suite de ces zappings et qui devrait pourtant arriver très bientôt. Vous savez que déposer votre argent sur votre compte bancaire, eh bien, ça risque de vous être facturé, messieurs. Si. Oui. Ah oui, non mais c'est incroyable. À tout de suite. Info zappé aussi à suivre. Et on va parler de ce sujet de société qu'on en a débuté hier et qu'on terminera demain avec vos appels. Vos avis nous intéressent à quelques jours de la rentrée scolaire. Est-ce que vous êtes plus pour l'école publique ou l'école privée? Et particulièrement de ceux et celles qui habitent dans les quartiers dits populaires, dans les quartiers des banlieues en l'occurrence, où le niveau scolaire de l'école publique a fortement baissé. Du coup, la question se pose, on vous la pose et vous y répondez. Jusque-là, et hier, les avis étaient extrêmement partagés. Abdestem Nitache en est témoin. Tout de suite. Dans un instant, on attend vos appels évidemment pour vous exprimer sur le sujet de la semaine, à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est lundi, ça approche à grands pas. Moi, ça me rappelle toujours des souvenirs à la rentrée scolaire. Je sais pas si vous, avec votre âge avancé, vous en souvenez encore. Mais les cartables, tout ça, l'euphorie de revoir les copains, les copines à l'école, enfin c'était toujours un truc assez extraordinaire. Les pleurs des mamans ou des papas aussi qui emmenaient leurs enfants pour la première fois à l'école. Et des enfants aussi. C'était absolument incroyable. Le jour de la rentrée, c'était absolument un gros bazar. Et voilà, c'est toujours en tout cas un grand moment pour les enfants et pour les parents. Du coup, je pense que la majorité, pour ne pas dire tous les parents normalement constitués, espèrent et aspirent au mieux pour leurs enfants. Du coup, on se pose cette question. Nous, aujourd'hui, on vous la pose et on en parlera, on en débattra dans un instant. Est-ce que vous privilégiez l'école dite publique, l'école de la République, celle qui nous a enseigné tout ce que l'on sait aujourd'hui, à nous trois, je pense. Ou alors, est-ce que vous préférez, vous, les structures privées qui sont en vogue, et particulièrement dans les banlieues, dans les quartiers dits populaires, où c'est vrai, il faut l'avouer, si on prend qu'un exemple, la Seine-Saint-Denis, le niveau scolaire est extrêmement bas, sans parler des surcharges dans les classes, etc., etc. Donc certains parents ont préféré, mettre leurs enfants dans les structures privées. On a posé la question, on vous posera la question dans un instant de nouveau, et vous y répondrez, bien sûr, en nous appelant au 01 40 33 9000. Pour l'heure, on termine notre zapping, j'en parlais il y a quelques instants. Effectivement, messieurs, une pratique qui n'existe pas encore en France, mais qui devrait pourtant pas tarder d'arriver. Les banques envisageraient de faire payer leurs clients qui déposeraient de l'argent sur leur compte. Je vous jure que c'est vrai. Payer pour déposer votre argent à la banque, l'établissement suisse UBS le fait déjà pour des montants importants. Alors cette pratique peut-elle arriver en France? Les clients sont majoritairement réfractaires. Déjà, on est taxé à plusieurs niveaux, au niveau des revenus, au niveau de tout ce qu'on achète avec la TVA. Stop, quoi, ça suffit. D'une façon générale, c'est injuste. Je vois pas au nom de quoi, ils nous font payer les frais bancaires, ils nous font payer des cartes bleues, des chéquiers. Ils vivent largement de leur profit de banquier. Je vois pas pourquoi il faudrait payer des taxes en plus. Depuis quelques mois, les banques font face à des taux négatifs. Concrètement, quand elles déposent une somme à la Banque Centrale Européenne BCE, cela leur coûte de l'argent. Un manque à gagner que certaines banques étrangères répercutent donc sur les clients. Alors sachez que ça va pas tarder d'arriver, donc il faut s'y préparer à cette histoire. Vous voilà prévenus, messieurs.
Non, mais alors d'abord, c'est devenu très compliqué de payer en espèces. Aujourd'hui, ça dépend avec qui. Hein. Non, vraiment, on peut pas payer plus de 500 € en liquidité. En principe, ça a été réglementé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une monnaie complètement dématérialisée. Il ne s'agit que d'écriture bancaire. Donc, on a une carte bleue, c'est de l'argent virtuel. Et du coup, on est forcé et contraint de passer par les banques. On est obligé de déposer. Je vais vous donner un exemple. Je dois acheter une voiture. Je vais être forcé et contraint, si j'ai du cash, de le mettre sur mon compte pour pouvoir aller voir. En France. Ouais, en France. Si je veux aller voir Volkswagen pour acheter la dernière. Ah oui. Un particulier, tu peux le payer en liquide. Oui, bien sûr. Faut le justifier, attention. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Faut encore trouver. Et ça peut le faire douter. Il va vous dire, je préfère un chèque de banque. Mais vous arrivez chez Volkswagen, par exemple. Oui, on a bien compris que t'aimais bien les Volkswagen. Oui. Non, je préfère les Mercedes. Et que vous arrivez avec 16 000 € en espèces, il y a de grandes chances à ce qu'ils vous renvoient dans vos 22 et qu'ils vous disent non, on ne peut pas prendre d'espèces. En France, c'est illégal. Oui, en France, c'est illégal, bien sûr. Oui. Donc, vous êtes obligé de passer par les banques. Et en passant par la case départ, là, du coup, vous ne gagnez pas d'argent, mais vous en perdez. Et au passage, la banque prend sa part. Moi, je trouve ça scandaleux parce que les banques, lorsque on dépose de l'argent sur les comptes, forcément, c'est des liquidités qui leur permet justement de pouvoir travailler, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les banques prêtent 10 fois la somme qu'elles ont. Et que lorsque vous déposez de l'argent, forcément, ça leur permet justement de pouvoir prêter plus. Et là, ils gagnent de l'argent. À l'identique, lorsque l'on n'a pas d'argent, lorsque l'on est à découvert, on paye aussi justement ces découverts et ces frais inhérents au compte qui est en négatif. Donc, dans tous les cas, la banque qui gagne. Vous voyez, c'est un petit peu comme au casino où la banque gagne toujours. Moi, je trouve ça scandaleux. Farid ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans le reportage, en fait, ça concerne les particuliers. Ouais. Les entreprises payent déjà. Les comptes professionnels sont déjà facturés. Il y a un nombre de volumes, un nombre de lignes sur lesquelles, en fait, la banque nous fait payer. Ensuite, le reportage le dit particulièrement bien. Pourquoi ils vont arriver à nous faire payer les dépôts ? C'est parce qu'en fait, une banque ne garde pas l'argent. Quand vous déposez de l'argent, 1 000 € chez votre banquier au bout de la rue, en fait, le banquier ne les garde pas. Il est obligé quotidiennement de les donner à la BCE. Donc il y a et donc ce travail-là, ça lui coûte de l'argent, ça. Et en fait, quand les taux sont négatifs comme aujourd'hui, en fait, ça lui coûte de l'argent. Donc du coup, comme les banquiers veulent pas perdre d'argent, effectivement, ils vous disent voilà, il y a quelqu'un qui va payer. Donc je pense qu'effectivement ça va arriver. Mais moi, ce que je dis, c'est que et ça va arriver. Mais vous savez, à un moment donné, il y avait des banques qui faisaient gagner de l'argent aux particuliers lorsque vous déposez de l'argent chez eux. Donc je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut travailler le schéma, mais que, en tout cas, il serait injuste pour des gens qui ont très peu de revenus ou qui sont obligés de passer par le volet bancaire. Comme l'a dit Abslem, aujourd'hui, on est obligé de passer par l'étape de la banque. Ça serait injuste de leur faire facturer en plus des choses, sachant que ce sont les gens très très souvent les plus modestes qui sont déjà énormément facturés. Alors pour terminer ce zapping et faisant référence à ce qui s'est passé hier soir dans le match entre l'Olympique de Marseille et Nice, où le match a été interrompu avec ses banderoles et ses chants homophobes, la déclaration de la ministre des Sports ce matin. Alors effectivement, s'il y a des cris racistes ou des cris homophobes, on arrêtera les matchs puisque c'est interdit par le règlement et c'est interdit par la loi française de proférer au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire à la télé de tels propos. C'est interdit par la loi. Donc moi, mon rôle, c'est de rappeler la loi. Maintenant, c'est le rôle effectivement des clubs professionnels, de la fédération de football qui a délégation de service public en la matière pour réglementer et réguler le sport, être garant de son éthique et de son intégrité. Ce sport particulier, le football. Mais moi, je suis tout à fait prête et j'adore encourager des équipes et chanter dans les stades, siffler dans les stades. C'est ce que je préfère faire dans un spectacle sportif. Donc, je serais ravie d'être au milieu des supporters et d'entonner avec eux des chants à partir du moment où ils disent pas des choses qui peuvent faire du mal à d'autres personnes. Voilà, le recadrage, entre guillemets, assez timide de la ministre des Sports, messieurs, concernant cette interruption de match qui a eu lieu hier soir. Justement, info zappé, on enchaîne tout de suite et on parle de foot justement dans une demi-heure maintenant, le tirage de la Ligue des Champions. On va savoir à quelle sauce vont être mangés les clubs français, Paris Saint-Germain entre autres, mais aussi Lyon aussi.
Et le troisième, je le cherche. Oui, troisième européen. Bon, c'est pas grave. C'est pas Marseille? Non, c'est pas Marseille. Non. Si, Marseille, ils sont pas en Europe. Ça fait bien longtemps, c'est fini. Non, c'est pas Marseille, je t'assure. Tiens, les choses semblaient apparaître comme étant actées pour un accord trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour Neymar. Le PSG dément totalement un accord trouvé avec le FC Barcelone pour le transfert de Neymar. C'est un feuilleton, c'est le feuilleton de l'été qui pour l'heure n'a toujours pas trouvé sa fin, puisque le PSG bloque totalement, veut une certaine liquidité. Le FC Barcelone avait proposé 130 millions plus de joueurs, le PSG veut du cash direct, veut pas de leurs joueurs. Donc l'accord n'a toujours pas été trouvé. Le feuilleton Neymar, ça vous passionne, messieurs, ou vous en avez absolument rien à faire? Non, franchement, je crois qu'il y a plus important que le transfert de Neymar, qui à chaque fois qu'il marche se casse une patte. Donc non, c'est bon, très bien. Je suis pas supporter de Paris, mais je pense que ça fera du bien à Paris de se débarrasser de Neymar. Oui, je suis assez d'accord. Qui a absolument rien fait. Beaucoup plus sérieux en l'occurrence, Farid Abdeslam, c'est le feuilleton Brexit et cette nouvelle session qui a nouveau en fanfare hier avec l'annonce par Boris Johnson de la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit une quinzaine de jours seulement avant la date fatidique du retenu pour le Brexit. Depuis, le pays est en colère et nervosité. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Londres, Manchester ou encore Édimbourg hier soir, tandis qu'une pétition contre la décision circule sur Internet et a rassemblé plus d'1 million de signatures. Boris Johnson veut faire le passage en force. Il veut faire respecter ce que le peuple a évidemment demandé. C'est comme ça que ça apparaît. Mais le problème étant, risque de se poser avec la frontière de l'Irlande. Farid. Ouais, c'est exactement. Moi, je qualifie ce que Boris Johnson a fait, en tout cas sur la suspension du Parlement, comme un coup de maître. Ouais. Pourquoi? Certains parlent d'un coup d'État. Oui. Parlementaire. Coup d'État, non, puisque les parlementaires, en fait, c'est prévu par la Constitution britannique, qui est complètement différente de notre régime républicain. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple britannique, de manière majoritaire, ceux qui se sont déplacés lorsqu'il y a eu le vote, ont décidé de sortir de l'Union européenne. Cette sortie-là ne se fait toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord entre l'Union européenne et les Britanniques. Donc, aujourd'hui, il y a une ancienne première ministre, Theresa May, qui a essayé qui a fait le boulot, qui a tout fait. Qui a tout fait. En fait, sur la fin, qui avait tout fait. Parce qu'au début, en fait, elle a essayé de marchander et elle a même essayé de faire passer l'idée de revenir en arrière, c'est-à-dire que la décision du peuple n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que ça embêterait un certain nombre de grandes entreprises ou même l'Union européenne en elle-même. Boris Johnson, en fait, maintenant qu'il a pris la tête du gouvernement britannique, en fait, c'est pertinemment que ce qui coince, c'est pas l'Union européenne, mais ce sont les parlementaires. Pourquoi? Parce que la démocratie britannique fait qu'en fait, il y a un débat sans cesse au Parlement britannique qui est beaucoup plus important qu'en France ou qu'ailleurs. Et donc, du coup, il a compris la technique. Il a dit très très clairement, il a dit voilà, je vais brider ce Parlement-là pour me laisser trouver un accord. Pourquoi? Parce que ce qui pose problème, effectivement, c'est la frontière irlandaise, qui, à mon avis, pose beaucoup plus de problèmes aux Britanniques, je parle à la population, que le Brexit ou l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ça ravive des tensions et une histoire pas très glorieuse pour en Irlande du Nord. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, il a fait un coup de maître, que ça risque de fonctionner. Pourquoi? Et je crois que parce que déjà la loi lui permet. Et oui, et ça a été validé par la reine. Hein. Ouais. Il faut savoir, c'est-à-dire que les gens qui manifestent aujourd'hui contre lui, qui disent coup d'État, les parlementaires demandent un changement de la loi justement, parce que ça les arrange pas. Oui, la loi changera certainement. Là où c'est très intelligent, c'est qu'en fait, pour que nos éditeurs puissent comprendre, c'est qu'en fait, il le bloque 14 jours, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, un peu plus que 14 Un peu plus que 14 jours. Mais en tout cas, il restera à peine 15 jours pour entre le retour du Parlement et le 31 octobre, qui est la fameuse date fatidique pour la sortie de l'Union européenne. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que même si les parlementaires seront de retour, ils n'auront pas assez de temps pour organiser et mettre à défaut son gouvernement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un coup de maître. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire de ce coup de maître? Ça, seul l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il va réussir
à trouver un accord avec l'Union européenne, ou est-ce que ça sera une sortie sèche? Et dans ces cas-là, on verra. Une sortie au forceps. Abdeslam, là-dessus rapidement. D'abord, ça fait un moment que ça dure. Tout ça. Oui, en effet, le peuple britannique est souverain. Il a pris une décision, mais moi je trouve que ça prend énormément de temps. Et moi, alors pour le coup, les Britanniques ont fait le choix de partir, qu'ils partent, et que de toute façon, ça se fait pas en un jour. Non, mais ils n'ont jamais été vraiment européens. Faut bien le voir. Ouais. D'abord, l'euro, ils n'y ont jamais adhéré. Ouais. Ils ont gardé leur monnaie. Ils n'ont jamais adopté le système métrique, puisque ils ont toujours leurs unités de mesure. Et donc vous voyez bien qu'il y a l'idée de l'Europe, c'était de se construire, de s'harmoniser à tous les niveaux, que ce soit les diplômés et tout le reste. Donc les Britanniques depuis le début n'ont jamais joué le jeu de justement de l'harmonisation européenne. Autre bras de fer, messieurs. Là, on est sur un conflit entre des opérateurs. Le directeur, le PDG plutôt de l'opérateur Orange, Stéphane Richard, a estimé jeudi sur France 2 qu'il était envisageable d'en venir également couper le signal des chaînes du groupe Altice, BFM TV, RMC Découverte et RMC Story en cas d'absence d'accord à venir sur la rémunération. Nous ne souhaitons pas en arriver au même point, a dit le Stéphane Richard, mais on peut envisager de couper également le signal s'il n'y a pas d'accord à confirmer. Donc, M. Richard, rappelons toutefois que les deux groupes n'en étaient pas encore là, puisque la fin de l'accord entre Altice et Orange, prévu initialement en septembre, a été repoussée. Nous avons une position alliée sur celle de Free. Nous considérons qu'il y a un équilibre entre les éditeurs de chaînes et les opérateurs que nous sommes. En transportant gratuitement les chaînes, nous leur assurons une audience, sans leur demander une rémunération en retour. Allait détailler le chef de l'opérateur historique. Si l'on reconnaît qu'un accord de diffusion a été signé avec le groupe TF1 M6, Stéphane Richard a par ailleurs rappelé que cet accord concerne les services associés. Je ne veux pas préjuger des négociations à venir que nous aurons avec Altice, mais pour l'heure, ces services associés, il n'y en a pas, ajoute-t-il. Stéphane Richard, la question n'est pas celle du montant du chèque. Nous payerons s'il y a donc un service supplémentaire apporté aux consommateurs, pas dans le cas contraire, a-t-il insisté. Le groupe Altice, maison mère des chaînes BFM TV, rappelons-le, RMC Découverte et RMC Story, ainsi que de l'opérateur SFR et son concurrent n'ont pas réussi donc à, vous le savez, trouver d'accord concernant la diffusion des 3 chaînes Altice via les Freebox, entraînant depuis lundi la coupure de leur diffusion via la DSL et la fibre. Les chaînes restent en revanche toujours accessibles aux abonnés Free via la TNT, ce qui nécessite de brancher la box sur l'antenne de télévision. Altice entend être rémunéré, rappelons-le, pour la diffusion de ces chaînes et les services associés comme les programmes disponibles en replay ou en rattrapage sur le même modèle que les accords conclus entre Free et le groupe TF1 et M6. Alors que Free est d'accord pour payer sur les services associés, il n'est pas pour la diffusion de la chaîne en temps réel. Sachez quand même que depuis cette interruption des programmes de ces chaînes d'Altis donc sur Free, l'audience en est ressortie immédiatement avec 20% d'audience en moins pour la chaîne BFM TV dès le lendemain, c'est-à-dire dès mardi. Messieurs, le feuilleton risque d'être assez sympathique à suivre, sachant on peut éventuellement deviner qui va céder le premier dans cette affaire. Mais à vouloir gagner, ils vont tous finir par perdre parce que en effet la position de force c'est quand même Free, non? On est d'accord, non? Oui, enfin en refusant justement de payer Altice pour la diffusion des programmes, des programmes qui ont été coupés. Ouais. Donc pour le coup, c'est Altice qui en souffre puisque tu viens d'évoquer les 20% d'audience. Ça veut dire aussi que les annonceurs, ils donneront beaucoup moins puisque c'est le public, le nombre de personnes qui justement visionnent les programmes qui détermine le montant justement du coût de la minute de publicité. Donc ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, mais franchement, moi j'attends de voir les actions si elles vont s'écrouler très certainement pour les uns ou pour les autres. Je pense surtout pour Altice. Bon, alors ça c'est un peu ton domaine, l'économie, mon cher Farid. Oui, tous ces accords là entre des opérateurs, etc. Tu connais un petit peu ça sur le doigt de la main. Finalement, la Free est en position de force, non? Je sais pas pourquoi, mais moi je sens que derrière ça, il y aura des surprises. Oui, en fait, c'est un peu une affaire de famille, hein. Rappelons-le, Patrick Drahi et Xavier Niel, qui sont des anciens complices, ils ont bossé ensemble et se sont fâchés, évidemment, et sont devenus extrêmement concurrents. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu la guerre de. C'est une question d'argent, je pense. Oui, ça, c'est clair. Je pense que derrière ça, il y a potentiellement un rachat en cours. Non, une OPA. Peut-être pas une OPA parce qu'ils sont difficilement OPables, les deux groupes, mais très clairement un deal qui se ferait par la suite à mon avis. Affaire à suivre en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, l'accord n'a toujours pas été trouvé
entre Free et Altis. Alors, messieurs, sujet de société que nous avons démarré hier, et ça va ainsi être le cas d'ailleurs toutes les semaines dans cette émission. On va ainsi évoquer un sujet de société, histoire de rentrer en profondeur, d'avoir des avis divergents, différents de nos amis chroniqueurs, mais aussi des invités qui viendront compléter afin d'être le plus complet possible dans des sujets qui nous concernent tous, et évidemment l'avenir de nos enfants, faire des enfants forts comme le voudrait Médine, c'est aussi ce que l'on veut pour tous nos enfants. Du coup, on se pose la question à quelques jours de la rentrée, c'est lundi, et on l'espère très bonne pour tous ces enfants qui vont rejoindre le chemin de l'école. La question se pose de la part des parents, est-ce que l'on préfère une structure privée ou une structure public. La question est posée surtout pour les habitants, notamment des quartiers dits populaires, les banlieues, les quartiers les plus défavorisés. Le niveau scolaire des écoles publiques étant extrêmement bas dans des banlieues, notamment le département de la Seine-Saint-Denis, la question évidemment est tout à fait légitime. Et je le disais et le rappelle aujourd'hui, que beaucoup ont fait le choix de mettre leurs enfants en primaire dans les écoles privées pour être sûr d'avoir une place au collège et au lycée. Quelle est votre position, monsieur Temsamani, sur cette question, en rappelant aux auditrices, auditeurs qui peuvent évidemment nous donner la leur au 01 40 33 9000. École publique ou privée, Farid? Moi, j'ai fait ma maternelle, primaire, collège et lycée dans le public, une partie de mon supérieur dans le public, et j'ai fait des écoles également privées, des écoles de commerce privées, etc. Quoique elles n'étaient pas privées puisqu'elles étaient financées en partie par la chambre de commerce. Mais peu importe. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que des gens, aujourd'hui, des parents, n'ont plus du tout confiance dans l'école publique. Est-ce qu'il faut retirer les enfants de l'école publique? À juste titre ou pas? Moi, je ne crois pas. Ça dépend des territoires, en réalité. Lorsque vous êtes dans l'école publique dans le 7e arrondissement de Paris, je peux vous garantir que vous n'avez aucun intérêt à aller dans le privé dans le 7e arrondissement de Paris. C'est ça, la vraie question. C'est quoi? C'est qu'on a abandonné une partie de l'école publique. Ouais. Mais on l'a abandonné. Aussi, les parents sont aussi fautifs. C'est parce qu'on fait croire aux gens que l'école va résoudre tous les problèmes d'éducation d'un enfant. La réalité, c'est que vous pouvez avoir le meilleur des enfants, la meilleure des écoles. Si vous n'êtes pas derrière, si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas attentif, je peux vous garantir une chose, l'école privée n'y fera rien. Oui, mais Farid, pardon de te couper. Quand tu mets ton enfant, effectivement, qui peut être brillant, etc., et que tu le mets dans une école où le niveau est extrêmement bas, sans parler des classes surchargées, l'enfant, au bout d'un moment, il va être au niveau, et l'absence des enseignants, qui est vraiment un vrai, réel problème. C'est pour ça que je dis, ça dépend des territoires. Ouais, là, on parle exclusivement, en particulier des territoires. Il y a des territoires abandonnés. Voilà. Je suis complètement par la d'accord. République. Mais Christophe, là, tu fais un point. Tu supposes que les écoles privées, par définition, sont meilleures que les écoles publiques. Mais non, mais c'est en fait, pourquoi je dis ça? Parce que quel est l'objectif pour une école privée? C'est d'avoir des élèves les plus brillants possibles, pour avoir les meilleurs chiffres dans les examens, au bac, au brevet. Pas du tout. Non, traditionnellement, les écoles. Tu sais très bien qu'un enfant qui n'a pas le niveau ne rentre pas en privé, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les chiffres. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vais te dire, historiquement, les écoles privées, elles sont quoi? Elles sont catholiques. Oui. Historiquement. À grande partie. Elles sont historiquement catholiques. Oui. Les écoles catholiques, et je peux pour en connaître un certain nombre, elles ne font pas exclusivement du chiffre ou avoir les meilleurs élèves. Elles font très souvent du social. C'est dur ce que je vais dire, mais très souvent. Là où tu as raison, c'est qu'il y a quelques écoles élitistes par département qui, elles, catholiques ou pas catholiques, effectivement, cherchent à avoir les meilleurs, donc les parents essayent de les placer. Le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de place. Moi, ce que je dénonce, c'est deux choses. Un, c'est le niveau aujourd'hui, ou en tout cas la difficulté des écoles publiques qui fait qu'en fait les parents n'ont plus confiance. Premièrement. Deuxièmement, ce que je dénonce également, c'est le business des écoles privées qui fait que vous avez aujourd'hui des écoles privées qui ont un niveau aussi lamentable que les écoles publiques, mais qui sont payantes. Et un certain nombre, je ne veux pas faire de polémique ici, mais j'en connais un certain nombre, vous avez même des écoles dites confessionnelles musulmanes. Oui, absolument. Qui ont un niveau parfois, alors c'est compliqué parce qu'elles commencent, elles ont pas l'historique, elles ont pas, on peut pas les comparer aux écoles catholiques. Elles sont pas toujours aidées non plus. Bien sûr, elles sont pas toujours aidées, mais en tout cas, qui ont un niveau catastrophique. Et vous savez ce qui se passe? C'est que les parents, en fait, mettent leurs enfants pensant, parce qu'elles sont musulmanes, que leurs enfants seront des gens corrects. La difficulté, c'est que si vous n'êtes pas derrière, de toute façon, ça n'arrivera pas. Et le problème, c'est que quand il y a une fratrie, au deuxième et au troisième enfant, ça a un coût tel, en termes d'argent, qu'effectivement, en fait, à un moment donné, ça pose des problèmes dans les familles. Et je termine juste une chose là-dessus, Christophe. Il faut savoir une chose, c'est que nos impôts financent également l'école privée.
Et c'est ça qu'il faut, les écoles privées reconnues, notamment. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les parents les plus pauvres, très souvent, qui veulent le meilleur pour leurs enfants, sont taxés deux fois. Ouais. Celles qui sont taxées 2 fois. Par leurs impôts, et en plus de ça, par ce qu'ils payent à l'école privée. Moi, je suis très dubitatif. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'était un petit peu le cas des auditrices, auditeurs. Et d'ailleurs, on a eu l'exemple hier, tu te rappelles, Abdeslam, d'une auditrice qui nous appelait de Dijon et qui nous disait qu'elle avait 2 frères, qu'elle connaissait 2 personnes qui travaillaient, et un qui était professeur en école publique et l'autre en privé, et les 2 étaient usés, étaient fatigués. Bien sûr, non, mais c'est un métier qui est très difficile. Il faut pas se mentir. Là où la vraie question, c'est aujourd'hui, il y a une recrudescence de parents qui mettent leurs enfants dans les écoles privées. Oui. Je dis juste que, en vogue. Effectivement, c'est une question de territoire. C'est malheureux à dire, c'est une question de territoire. Bien sûr, bah, évidemment. Il y a des territoires, effectivement, le public est largement suffisant. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de manière caricaturale du 7e arrondissement de Paris. Ouais. Mais ça doit se battre, à mon avis. Mais bien sûr, il y a des gens qui, avant même d'avoir des enfants, achètent des biens pour être sectorisés dans l'école en question. Et bien sûr. Mais il y a des gens, moi je veux parler de mon cas. Dieu merci, j'ai un enfant pour l'instant, qui est pas encore en âge d'aller à l'école. J'habite un arrondissement de Paris pour être certain que, public ou privé, l'école soit la meilleure. C'est peut-être pas bien, c'est tout ce que vous voulez, mais effectivement, moi je suis passé par l'école publique, et je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle est sur un certain nombre de points, pas forcément la meilleure adéquate pour nos enfants. Or, il faut être égoïste, parce que c'est aussi de l'égoïsme. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous avez le meilleur à ses enfants, c'est pas égoïste. Non, mais pour ses enfants, mais il faut aussi. Ce que je veux dire égoïste, c'est-à-dire que il faut pas être égoïste. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans l'école privée ou d'habiter des arrondissements de Paris qui coûtent super cher, etc. Moi, c'est pour ça que je suis dubitatif. Oui. À titre personnel, de manière égoïste, je te dirais non, mais l'école privée, point barre. Ouais. Mais moi, je pense à mes nièces, à mes neveux, je pense aux gens faibles économiquement et qui eux n'ont pas les moyens, et donc du coup on peut pas dire non uniquement il faut les abandonner et l'école publique, point. Je pense qu'il faut redresser l'école publique, à mon avis. Écoutons une professeure d'anglais dans le secteur public. Salima, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum, Christophe. Bonsoir, Salima. À tes invités également. Alors moi, ma pré-rentrée, ce sera demain. Ah oui, c'est demain, oui. Puis voilà, et l'établissement dans lequel j'enseigne depuis une dizaine d'années perd pas mal d'élèves, parce qu'il y a eu un établissement privé donc qui s'est installé juste à côté. Alors quand j'interroge les parents, en général, le premier argument qu'ils m'avancent, c'est le cadre. Ils veulent un cadre strict, ils veulent de la discipline, ils veulent de la rigueur. Et certains nous sont revenus, donc certains parents ont testé avec les aînés, donc ils ont vu que ça n'avait pas trop fonctionné, donc on en a récupéré. En termes de niveau, les élèves qui avaient commencé dans cet établissement privé, qui sont arrivés chez nous, j'ai pas été forcément impressionnée par leur niveau, notamment dans ma matière en anglais. Et je trouve que au sein de mon établissement, on a une très très bonne équipe, de très bons professeurs. On a des élèves qui s'en sortent très très bien. Mais je rejoins vos invités lorsqu'ils disent qu'il faut absolument qu'il y ait un suivi derrière des parents. Et ça, c'est capital, et c'est ce qui fait toute la différence. Oui, mais c'est important, Salima, mais il faut aussi que l'école sache se réformer. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal quand même. On a l'impression quand même qu'il y a des choses à faire au sein même de cette école, et que de ministre après ministre, personne n'arrive à trouver la solution. C'est le mammouth. Et il y a une forte inégalité, que vous habitiez Saint-Denis ou le 16e arrondissement de Paris. C'est quand même pas normal. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que les inégalités se creusent. C'est sûr que ce seront toujours. Voilà, ils se creusent. Ils ont toujours existé, mais là, ils se creusent davantage. C'est ça, exactement. Voilà, ça, c'est évident, et c'est vrai que ce seront tout. Mais en revanche, moi, j'ai des parents aussi. J'ai rencontré des parents qui vivent très très modestement, qui se sacrifient justement pour mettre leurs enfants dans des établissements privés. Donc, ce que je trouve absolument ahurissant, parce que les programmes sont les mêmes, les professeurs sont formés de la même manière. Ils ont passé les mêmes concours que nous. Donc, souvent, on leur dit, faites le test chez nous avant de les mettre là-bas, mais on a quand même eu pas mal de retours, parce que les enfants trouvaient que c'était un petit peu trop carré, trop rigoureux, puisqu'il y avait une non-mixité. Mais c'est vrai qu'après ça reste à l'appréciation de chaque parent, et puis c'est vrai que c'est selon les quartiers, c'est sûr que la différence est flagrante. Merci Salima en tout cas pour votre participation et votre regard, et bonne rentrée pour demain, Salima. Merci. À bientôt. Voilà, donc sur ce que dit Salima, voilà, bon, il y en a qui ont fait le choix, ils sont revenus, et elle,
en tant que tel prof d'anglais, n'a pas constaté une grosse différence de niveau, quoi. Je veux dire, voilà, dans sa matière, hein, attention. Christophe. Oui, rapidement, pour finir. Deux choses. À Saint-Denis, il y a un des meilleurs établissements de France qui s'appelle, qui est l'école de la Légion d'honneur. Malheureusement, les habitants de Saint-Denis n'ont absolument pas accès, ce qui est complètement scandaleux. Deuxième chose. Pourquoi ils n'ont pas accès? Pourquoi? Parce que il faut avoir un membre de sa famille qui a eu la Légion d'honneur, et ce qui est, pour moi, et c'est en plein Saint-Denis, et c'est une des meilleures de France. Juste une chose. Il faut quand même saluer le travail, parce que là, on a une enseignante, le travail des enseignants, qui, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, sont des enseignants qui vraiment se battent pour les élèves qu'ils ont en face d'eux. Bah, quand on est enseignant, on fait ça avec vocation, déjà. Exactement. C'est pas toujours évident. Faut pas se mentir. Le système est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays élitiste. Et donc, du coup, la difficulté, c'est que le pays est élitiste, le système est élitiste, mais le corps, parfois, d'enseignants ne l'est pas toujours. Alors, c'est aussi une autre hypocrisie, et je pense qu'il faudrait plus d'une émission pour en parler. Et on en reparlera demain, avec Audrey Pronostic, qui sera là, et Nadir Kaya, que tu connais bien. Nadir, bien sûr. Nadir, mon président. Mon présidente, oui, de Banlieue Plus. Demain, il sera de retour, il fera sa rentrée, notre ami Nadir, ainsi qu'Audrey, et la semaine prochaine, vous allez tous les revoir, un par un. L'équipe du LGF, elle est là tous les jours présente. Dans un instant, j'attends ce moment. Le quiz qui va opposer aujourd'hui Farid Tabsamani, qui a donné du fil à retordre au champion de la saison dernière, Abdeslamitash. Attention, peut-être que la défaite c'est aujourd'hui, je ne sais pas, à tout de suite. Restez bien là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et il va falloir être bon pour proposer des bons sujets de réflexion, d'échange tous les jours dans cette émission, toutes les semaines. École privée ou école publique, le débat se poursuit demain sur cette même antenne avec vos appels au 01 40 33 9000. Très important, à quelques jours de cette rentrée scolaire. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec monsieur Abdeslamitash, élu en Seine-Saint-Denis. Avec monsieur Farid Tabsamani, dont je me rappelle jamais ce qu'il fait. Il est dans je fais plusieurs choses. Économique. Dans l'intelligence je donne économique. des cours, je suis consultant en intelligence économique. Il fait plusieurs choses. Et militant associatif. Porte-parole de Banlieue Plus. Et porte-parole de Banlieue Plus, effectivement. Ça c'est bien. Une belle casquette. Allez messieurs, c'est le moment de vérité. Qui va opposer aujourd'hui Abdeslamitash, qui a gagné son match hier face à Maïssa Leroy. On rappelle le score 4-1. Bravo. L'adversaire n'est pas le même aujourd'hui. Sans sous-évaluer évidemment de Maïssa, attention. Bon, fais péter les questions. J'ai la pression. Ouais. C'est moi qui ai la pression là. Bon, alors j'en ai 5 questions. Et ces 5 questions qui ont toutes un rapport, vous le savez, avec, bien entendu, la date du 29 août. Première question, messieurs. Et attention, la règle est très précise cette année. Celui qui répond avant la fin de la question, j'accorde le point à l'adversaire. Alors attendez bien que je termine ma question. Première question. Musique. Dernier concert d'un groupe mythique le 29 août 1966 à San Francisco. Les Beatles. Bravo. Excellente réponse. Groupe mythique, les Beatles, évidemment. San Francisco, Scarabée. 66, etc. Bonne réponse. Deuxième question. 1973. Fusion de 2 pays arabes afin de former ce qu'on en a appelé un nouvel État arabe. Citez-moi les 2 pays. Alors l'Égypte et la Libye. L'Égypte et la Libye. Magnifique réponse. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon le Abdeslamitash. Farid, c'est des vacances sont finies, je te rappelle. Ouais, c'est ça, faut que je m'y remette là. Voilà. Mais j'avais la réponse là-dessus. Troisième, il est rapide, c'est ça. C'est ça. Il est rapide, plus rapide que Neymar. Troisième question. On est en 2002. Quel ministre qui a démissionné de son poste de l'Intérieur? Chevènement. Bravo. Effectivement. C'était sur l'affaire Corse. T'as été jusqu'au bout là de ta question? Oui, bien sûr. Ça y est. Qui a démissionné de son poste de du ministre de l'Intérieur. Et c'est ce même ministre qui avait sur dit l'affaire Corse. Un ministre, ça démissionne, ça ferme sa gueule. Non, alors ça, il l'a dit à l'époque sur le déclenchement de la guerre du Golfe. 91. Ouais. Et il a démissionné une deuxième fois avec Jospin, et c'était sur le dossier Corse. Ça sent le score Paris-Marseille là pour le coup. 3-0 pour Abdeslamitash. Quatrième question, mon cher Abdeslamitash Farid Tabsamani. Quel pilote de Formule 1 remporte son 7e titre? Schumacher. Attention Abdeslam. Non mais c'est le recordman. Il a pas fini la question. C'est le seul qui a gagné 7 titres. Mais il a pas fini la question. Mais j'avais pas fini la question. D'accord. Du coup, donc pour la peine, je l'accorde à Farid. D'accord. Ça t'apprendra. Bon, la dernière question qui ne changera rien, évidemment. Mais écoutez bien la fin de la question. Attention, je serai intransigeant et incorruptible, mon cher Abdeslamitash. Bien que je t'aime bien. 5e et dernière question de ce quiz. Je cherche un auteur, un compositeur, danseur, chorégraphe, mais aussi chanteur, chanteur évidemment, de pop musique américain. Michael Jackson.
Je suis obligé d'accorder aux deux là. Non, je crois qu'il a été plus rapide. Ah oui, il a été plus rapide. Né donc le 29 août 1958, Michael Jackson mort le 25 juin 2006. On accorde le point à qui, Abdeslam ? Bah, Farid, allez. Allez, il est bon joueur. Ouais. Ça nous fait combien ? 4-2, victoire de Abdeslam Mitache aujourd'hui pour le quiz. Heureusement qu'il part en vacances. Hein. Et il mérite bien cette musique. La Ligue des Champions dont le tirage va être effectué dans, 1 minute maintenant du côté de Monaco. Ah, ils se sont mis bien les instances du football là pour faire le tirage. À Monaco, sur le Rocher, tout ça, on est bien. Elle ferait pas ça à Saint-Denis, hein. Ah bah ça c'est sûr, il ferait pas ça à Saint-Denis. Bon. Pourquoi pas ? Bah ça serait bien, oui. Pourquoi pas. Bon, 4-2, autre match. Bon, Abdeslam tient les comptes, hein, pour l'instant. Ouais. C'est bon, il est pour l'heure. Puisqu'il a fait 2 quiz, bon par rapport aux autres, il en a donc il y en a 2 que je ferai pas. Oui, voilà, c'est ça. Pendant 15 jours, je serai il est dans le calcul. Voilà. C'est un centriste, Farid Samadi, Abdeslam Mitache. Tu vois ? On va dire stratège. Voilà. Bravo. 4-2, mais je suis sûr que Farid n'était pas encore totalement en forme. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça va être dur de le battre, notre Farid. Moi je pense qu'Abdeslam il est parti pour remporter une nouvelle victoire. Mais un peu de suspense, Farid, je sais pas moi. Bon, messieurs, merci beaucoup. Non, ce qu'il faudrait réfléchir, c'est de lui faire des handicaps. C'est-à-dire qu'il part avec -2. Bah ça, non. C'est pas la Juve, on n'est pas en Italie là. Non, mais déjà l'handicap. Avec un sac à dos de 15 kilos. Exactement. Déjà l'handicap de bien écouter la question, tu vois, ça lui a coûté un peu. Ouais. Exact, bah, ouais. Donc attention. Avec -2, j'aurais fait égalité. Ouais, c'est vrai. Du coup, donc ça nous donne 4-2. Donc cette victoire de Abdeslam Mitache pour aujourd'hui. Autre match demain entre Audrey Pronesti et Nadir Kaya. On va voir si Banlieue Plus va se réveiller demain. Réponse demain entre 16h et 18h. Messieurs, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Et à très très vite, messieurs. La semaine prochaine, j'espère. Oui, avec plaisir. Oui, Farid. Oui, avec grand plaisir. Bon, très bien. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain pour le LGF, le grand forum tous les jours sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. Il est 18h tout pile. Le rappel de l'actualité de ce jeudi soir. Bonsoir. Bonsoir, on vient d'apprendre la disparition de Michel Aumont. À l'âge de 82 ans, le comédien sociétaire honoraire de la Comédie Française, grand acteur de théâtre, s'était aussi illustré au cinéma dans des dizaines de longs métrages. Première réaction à l'annonce des renvois en correctionnel dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Patrick Buisson, l'ex-conseiller officieux de Nicolas Sarkozy, annonce qu'il va saisir la chambre de l'instruction pour demander l'annulation de la procédure. 5 autres proches de l'ancien chef de l'État sont poursuivis, à commencer par Claude Guéant qui, avant de diriger la place Beauvau, occupait le poste de secrétaire général de l'Élysée. Le juge Serge Tourner, dans sa décision, ordonne à son encontre un procès pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence. L'affaire porte sur des contrats passés sans appel d'offres. L'avocat de l'association Anticor, qui avait porté plainte en 2013, affiche une grande satisfaction, en regrettant toutefois que Nicolas Sarkozy soit épargné, en le présentant comme pourtant le principal instigateur et en parlant à son sujet d'immunité présidentielle déraisonnable. Le président Donald Trump vient d'annoncer que 8600 soldats américains seront maintenus en Afghanistan après la signature de l'accord de paix actuellement en cours de négociation avec les talibans pour mettre fin à 18 ans de guerre. Entre 13 000 et 14 000 soldats US sont actuellement déployés dans le pays. L'ouragan baptisé Dorian se rapproche de la Floride en se renforçant avec des vents qui devraient bientôt avoisiner les 180 km/h. Selon le NHC, Centre américain de surveillance, il pourrait toucher terre dimanche soir ou lundi matin. La hausse du niveau des océans pourrait entraîner le déplacement de 280 millions de personnes dans le monde en raison de l'augmentation de la fréquence des typhons, cyclones et ouragans, selon un projet de rapport de l'ONU dans lequel le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est dans un scénario optimiste d'une hausse de 2 degrés Celsius de la température de la planète. De nombreuses mégapoles pourraient à partir de 2050 et chaque année être touchées par des inondations. La sécheresse pour l'instant touche désormais toute la France métropolitaine, à l'exception en Bretagne des Côtes-d'Armor et du Morbihan. 94 départements sont concernés. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.